à tout le monde. Donc on va commencer avec une première rubrique, j'aime, j'aime pas, consacrée à l'actualité. Et donc on va vous dire des citations qui ont été dites par certains politiques récemment. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez en disant votre point de vue. Voilà. Donc la première citation est une citation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie actuel, Monsieur François Baroin, sur la perte du AAA. Donc il a dit récemment sur France 2, c'est comme si vous demandiez à un élève qui a eu 20 sur 20 pendant longtemps et qui passe à 19 sur 20 si c'est une catastrophe. Vous devez commencer par dire j'aime, j'aime pas, et après nous dire votre opinion en la détaillant. Sur la dégradation. Voilà, la note. voilà. D'accord. J'aime. Il vaut toujours mieux avoir 19 que 18, même si 19 est évidemment moins bien que 20. Sur la dégradation, c'est vrai qu'il faut la relativiser parce qu'il n'y a qu'une agence de notation qui a dégradé la note de la France. Et d'autre part, comme on l'a constaté, les marchés, pour le moment, n'ont pas suivi. Une agence de notation qui note, ce n'est pas une instruction au marché, c'est une indication. Mais il faut se rappeler aussi que les marchés avaient anticipé la dégradation, en quelque sorte, puisque, comme vous le savez, il y a un spread, une différence entre les taux d'intérêt auxquels la France peut emprunter pour sa dette et l'Allemagne, par exemple. Alors je me réjouis pour autant qu'on ait une bonne note, et je pense qu'il n'y aurait pas eu peut-être autant de problèmes si le président de la République n'avait pas lui-même survalorisé le AAA en parlant d'un trésor national. Alors disons qu'on a peut-être gratté un peu des pellicules de ce trésor. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vais vous proposer une citation de Monsieur Moscovici. Il a déclaré que François Hollande retirerait nos troupes d'Afghanistan, dès la fin 2012. Qu'en pensez-vous ? C'est difficile de dire j'aime à propos de ce sujet qui est dramatique. Puisque nous venons à nouveau d'avoir des morts. Naturellement, il faut que, et c'est l'engagement de François Hollande, que les troupes françaises se retirent d'Afghanistan en 2012, dans l'année qui vient. Je voudrais à cet égard faire quand même une précision pour vous. Parce que j'entends souvent dire à la télévision, cet engagement a commencé en 2001, c'est vrai, à l'époque où j'étais Premier ministre, Jacques Chirac, président de la République, et on instaure l'idée qu'il y aurait une sorte de continuité de la présence de la France en Afghanistan. La réalité n'est pas celle-là. En 2001, nous sommes intervenus, après les attentats du 11 septembre, en solidarité avec l'allié américain, sur la base d'un mandat des Nations Unies visant à écraser le sanctuaire taliban dont étaient partis les coups d'Al-Qaïda contre les villes américaines. C'était une opération limitée dans son objet et il faut que vous sachiez que tant que j'ai été Premier ministre, les troupes françaises, on ne va pas dire les troupes, les soldats français étaient 300 à 350, essentiellement des gendarmes, et uniquement placés à Kaboul, dans la capitale, pour sécuriser le gouvernement Karzai, les agences des Nations Unies, notre propre ambassade que nous avions réinstallée. Ensuite, quand je suis parti, en 2002, il y a eu un pas supplémentaire qui a été fait. D'abord, on est passé d'un mandat de l'ONU à une opération de l'OTAN, et c'était différent à nos yeux. Et d'autre part, le président Jacques Chirac, qui n'était plus en cohabitation et qui avait comme Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, a décidé d'envoyer des troupes pour des forces spéciales, c'est-à-dire des groupes très entraînés, prêts au combat ou à des opérations de renseignement, mais en nombre limité. Il les a adressés. C'était un engagement dans la guerre, dans le conflit, mais à la suite d'ailleurs de pertes, il les a retirés. Et le changement majeur est intervenu quand le président Sarkozy a été élu, car lui a décidé, alors que nos soldats étaient 300 à 350 dans des missions de sécurisation ou de formation des gendarmes à Kaboul, d'envoyer
4000 hommes sur le terrain, et notamment dans une des vallées les plus dangereuses. Donc là, je ne veux pas que vous ayez à l'esprit qu'il y aurait une sorte de continuité entre l'engagement de 2001 et la situation d'aujourd'hui. Nous n'aurions pas dû nous engager à ce point aussi massivement dans cette guerre. Nous n'avons pas d'intérêts vitaux en tant que pays. Nous n'avons pas d'intérêts nationaux en Afghanistan. Nous avons manifesté notre solidarité aux Américains quand nous devions la manifester, mais nous n'aurions pas dû, à mon avis, rester dans cette guerre, dont on voit d'ailleurs à quel point elle est très difficile à vaincre. Les Afghans, et je ne parle pas là de leur régime, je parle de ce peuple, les Afghans n'ont jamais supporté une tutelle étrangère. Pas plus celle de la Grande-Bretagne au XIXe siècle que celle de la Russie, ou plutôt de l'Union soviétique au XXe. Et donc, je pense que cette phrase qui reflète l'opinion de François Hollande est une phrase qui reflète la sagesse et notre intérêt national. D'accord. Donc on va passer à une troisième citation maintenant sur la TVA sociale. Donc François Bayrou qui l'a dit. Donc la TVA n'est pas la réponse car c'est un impôt qui ne peut supporter qu'une hausse modérée. Que pensez-vous de cette citation ? Elle est ambiguë, mais j'aime un peu dans la mesure où je n'aime pas la TVA. Ou plus exactement, je pense que la TVA n'est pas la réponse à la situation économique française d'aujourd'hui, car si on augmente, sous prétexte d'alléger le poids des charges patronales, la TVA, on va faire un transfert de charges sur le consommateur. Dans la situation de la France aujourd'hui, où nos exportations sont, comme vous le savez, malheureusement faibles, où l'investissement n'est pas élevé, la consommation intérieure est un des moteurs d'une activité économique un peu flageolante, si vous voulez, et je pense qu'il est imprudent de contribuer à l'éteindre en ponctionnant la consommation sous forme d'une hausse de TVA. La phrase de M. Bayrou, ça dépend de sa conception de la hausse modérée. Il parlait de 2 points, il me semble, quand il avait dit cette phrase. Donc, M. Bayrou a également déclaré au sujet du sommet social lancé dernièrement par le gouvernement que celui-ci arrivait trop tard, à quelques mois de la présidentielle, et donc qu'il n'en attendait pas grand-chose puisqu'on ne pouvait pas régler de tels problèmes aussi vite. Est-ce que c'est votre avis également ? Oui, si l'on voulait engager vraiment la bataille contre le chômage et pour l'emploi, un tel sommet aurait dû plutôt se tenir 3 mois après l'élection présidentielle de 2007 que 3 mois avant l'élection présidentielle de 2012. Donc je partage ce point de vue. Il est très difficile d'apprécier ce sommet dans la mesure où deux des décisions qui seraient les plus importantes et qu'on nous laisse entendre ou attendre seraient en réalité prises en dehors du sommet dans quelques semaines, peut-être à la fin du mois. Je pense à ce qui concerne la flexibilité du travail et ce qui concerne justement cette fameuse TVA. Et donc, de ce point de vue, ce sommet était à la fois difficile à apprécier et je crois, au stade de la montée actuelle du chômage, n'atteindra pas son objet. Mais peut-être son objet était-il autre. D'accord, dernière question. Donc sur l'actualité. Aujourd'hui, avec le recul que vous pouvez avoir sur la réforme des 35 heures que vous avez engagée au début des années 2000, est-ce que vous pouvez nous dire les faiblesses et les forces de cette réforme selon vous, que vous avez pu constater pendant ces 12 dernières années ? Nous avons fait une erreur, le gouvernement, en passant trop vite aux 35 heures à l'hôpital. Je pense que rétrospectivement, je l'admets comme une erreur. C'était demandé par les personnels hospitaliers, leurs conditions de travail sont dures, donc nous les avons à certains égards rapprochées des conditions qui pouvaient exister dans le monde industriel, disons, ou de l'activité économique. Mais même si nous avons fait un effort de formation rapide d'infirmières, si nous avons élargi le numerus clausus,
ça a été un facteur de difficulté pour l'hôpital, donc on aurait dû résister à cette demande. Pour le reste, dans le contexte économique de l'époque, je pense que les 35 heures, dont je rappelle qu'aujourd'hui, elles ne s'appliquent toujours, et elles ne s'appliquent toujours qu'aux entreprises de plus de 20 salariés. Jamais les 35 heures, sauf si des entreprises de moins de salariés le décidaient librement, et certaines l'ont fait, ne s'appliquent pas donc ces 35 heures, depuis toujours, y compris à l'époque de mon gouvernement, aux entreprises de moins de 20. Je pense qu'elles ont créé des emplois, que les principaux instituts officiels ou de recherche évaluent les créations d'emplois résultant des 35 heures à une fourchette oscillant entre 300, 350 000 et 400 000, 450 000. Donc ça a contribué à créer de l'emploi. Je rappelle que la période 97-2002 a été la période historique française où il y a eu le plus de création d'emplois en 5 ans. 2 millions de créations d'emplois. Ça a permis aussi des négociations dans de multiples entreprises avec les salariés et les dirigeants des entreprises négociant des accords pour tenir compte des 35 heures, adapter l'appareil de production et le rendre plus efficace, en quelque sorte. En tout cas, disons que si l'on regarde simplement les faits, et au-delà de la tendance subjective que j'ai à défendre mon bilan, disons que pendant la période où les 35 heures se sont appliquées à plein, on créait de l'emploi, on avait un excédent commercial, on était largement sous les 60% de la dette et on faisait baisser la dette, et que pendant la période où on a, paraît-il, dépouillé les 35 heures de leurs dimensions les plus nocives, notamment par l'augmentation des heures supplémentaires, les performances économiques, que ce soit à l'exportation ou que ce soit sur le terrain des grands équilibres, ne sont pas à la hauteur. Donc je crois que c'est un débat polémique. C'est une mesure qui a été liée à une période où le chômage, selon les chiffres de l'époque, dépassait 3 millions, atteignait 12,6% de la population active, et donc ça faisait partie d'un arsenal, mais qui ne s'est pas limité aux 35 heures, puisque c'est aussi en retrouvant un chemin de croissance que nous avons créé l'essentiel de ces 2 millions d'emplois dont je parlais tout à l'heure. Je me rends compte que, bien que les garçons, mais surtout les filles, jugées plus persuasives, mais dit très nettement et à plusieurs reprises que mes réponses devaient être brèves, que je n'obéis pas. Alors je vais essayer d'être plus bref maintenant. C'était très bien, merci beaucoup, merci messieurs. Nous allons maintenant retracer votre carrière politique avec Alice et Claire. Est-ce que vous m'autorisez quand même, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, de remercier ceux qui m'ont invité, d'une part, hein, donc l'association Débat et vous, pas Débat et toi, et Access, la direction de l'école et M. Hervé Collat au premier chef, puisqu'il est là pour le moment, de m'avoir invité. Je voulais vous dire pourquoi je suis venu. La première, c'est que votre invitation était extrêmement polie. La deuxième, c'est que on m'a dit, j'aurais dû le savoir en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, mais on m'a confirmé que cette école était une école de très bon niveau et que j'ai supposé que ces étudiants en allaient de même. La troisième raison, c'est que j'ai l'esprit de famille et que ma sœur, Noël Châtelet, y était venue il y a peu de temps. Et la dernière raison, last but not least, c'est que ça me donnait l'occasion de venir dans la ville que dirige Adeline Hazan, pour qui j'ai depuis maintenant un certain nombre d'années beaucoup d'estime, beaucoup de respect et aussi de l'affection. Voilà. Alors, dans votre livre, Lionel raconte Jospin, vous retracez les étapes de votre vie et de votre carrière politique, de votre jeunesse et prise de conscience politique à votre retrait de la vie politique le 21 avril 2002. Donc, vous avez une carrière politique très riche. Et si vous me le permettez, Monsieur le Premier ministre, nous allons procéder à un petit vote.
je vais vous demander d'élire une étape de votre carrière. Alors, laquelle de ces 3 étapes, laquelle de ces 3 étapes vous a le plus marqué, vous a le plus construit? Alors, s'agit-il, proposition numéro 1, de votre rencontre avec François Mitterrand et de votre engagement au sein du Parti socialiste? Ou bien, proposition numéro 2, vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, et surtout en tant que Premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac? Ou bien, proposition numéro 3, votre candidature aux élections présidentielles de 1995 et de 2002? D'un point de vue politique, et je dirais presque aussi d'un point de vue intime, c'est indiscutablement la première. C'est-à-dire la décennie qui a été de 1971, date de mon entrée au Parti socialiste, à 1981, date de la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Avoir contribué à côté de cet homme, mais au milieu d'autres hommes et femmes, à la reconstruction d'une grande force politique française, le Parti socialiste, qui s'était, il faut bien le dire, étiolé et parfois même déconsidéré dans la période antérieure, notamment sur le terrain de la décolonisation, en refaire une grande force innovante, capable de nouer des liens avec la société, capable de conquêtes électorales, y compris conquêtes locales, et puis finalement arrivant à la conquête du pouvoir d'État, ça a été, au plan personnel comme au plan politique, une décennie assez prodigieuse pour moi. Le reste a été très bien, particulièrement avec Jacques Chirac, bien sûr, mais c'est quand même la photo numéro 1 que je choisis. Très bien. Et d'ailleurs, votre relation avec François Mitterrand ressort effectivement énormément dans votre livre. Et avant de passer donc, à la question suivante, je vais me permettre donc, de justement lire un extrait donc, de cette relation avec François Mitterrand. Donc vous dites, donc dans votre livre Lionel raconte Jospin, François Mitterrand m'a ouvert la voie de l'action politique réelle, une action qui a orienté toute mon existence. Il m'a permis de diriger le mouvement socialiste qu'il avait fait renaître, et il a été pour moi un exemple de subtilité politique, de détermination et de ténacité. Il m'a nommé à ma première responsabilité d'État, j'ai partagé avec lui des moments de fièvre et de conquête, il m'a offert certaines des plus belles années de ma vie. Quoi, vous voulez que je me paraphrase? D'accord, très bien, merci. Donc, quant à moi, j'avais deviné que votre choix préféré ne serait pas la 3e image, mais j'ai quand même voulu m'y intéresser. Et donc, dans toujours ce livre, Lionel raconte Jospin, que vous avez écrit, vous dites que la campagne de 2002 a été une drôle de campagne. Et donc, j'aurais aimé savoir, donc, avec le recul, quelle analyse aujourd'hui vous faites de cette campagne et quels sont vos plus grands regrets. Notamment, vous dites que cette campagne n'a peut-être pas été assez offensive et peut-être pas assez personnelle. Est-ce que vous pourriez développer ces points? Évidemment, je m'intéresse plus à la campagne de 2012 qu'à la campagne de 2002. Mais je ne veux pas fuir votre question. Je pense que le contexte était très particulier, car, comme vous vous en souvenez peut-être, même si vous étiez très jeune, trop jeune, même peut-être pour vous en souvenir. Je m'en rappelle très bien. Bon. Nous sortions d'une période de cohabitation, qui n'avait pas été une mauvaise période pour la France. Le bilan du gouvernement que je dirigeais était plutôt bon dans ses performances. Nous avions gouverné 5 ans sans scandale, en respectant les règles républicaines. Nous avions eu des performances économiques et réalisé quelques progrès sociaux, des réformes de société également. Donc le bilan était assez bon, mais le fait que nous étions en cohabitation rendait pour les Français le choix à faire plus obscur. La répartition des responsabilités, qu'est-ce qui devait relever du président de la République, du Premier ministre, tout cela a été plus difficile. Et je pense dans une élection comme celle-ci, où la gauche, qui sans doute le regrette, mais où la gauche est depuis 10 ans dans l'opposition, où il n'y a pas un partage de responsabilités entre la gauche et la droite, le choix de 2012 sera plus clair qu'il ne pouvait l'être peut-être en 2002. Je pense en plus, et c'est la deuxième chose que je vous dirais parce que je ne veux pas être trop long, il faut que vous compreniez que notre système politique est un système mixte. Il est présidentiel, élection du président de la République au suffrage universel. Il est parlementaire,
parce qu'il y a un Premier ministre, un gouvernement qui, lui, normalement, s'appuie sur une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale résultant des élections législatives. C'est presque encore plus le cas en période de cohabitation, quand les deux têtes de l'exécutif ne sont pas du même bord. Et donc, j'incarnais, même comme candidat à l'élection présidentielle en 2002, j'incarnais le versant parlementaire de ce système mixte. Et ce qui était essentiel pour avoir une chance de gagner, c'était que cette majorité qui m'avait accompagné pendant 5 ans sans défaillance, sans que j'ai par exemple jamais à utiliser le 49.3, eh bien, cette majorité s'est défaite parce que, un peu illusionnée sur les chances de victoire, trop enfermée chacune des formations de cette majorité plurielle, comme on le disait, sur ses intérêts de parti, elle s'est à l'excès divisée avec 5 candidats représentant les 5 partis qui avaient gouverné. Et cette situation de division m'a empêché, en quelque sorte, m'a dérobé l'équation politique sur laquelle je m'étais appuyé depuis 1997. Je pense que c'est 2 éléments, parmi d'autres, de cette surprise et de cet accident. Car il est bien évident que si nous tous, et les citoyens aussi, avaient anticipé la possibilité du Front National au 2e tour, le 2e tour aurait été différent. J'ai une autre question pour vous. Donc, comme vous le savez, la majorité des personnes présentes dans cet amphithéâtre sont étudiants en école de commerce. Donc, nous sommes, pour la majorité d'entre nous, amenés à être plus tard donc, à la tête d'une entreprise, tout comme vous, vous avez été à la tête d'un gouvernement. Et donc, en 2002, vous vous êtes retiré donc, de la vie politique, j'entends au premier plan donc, de cette vie politique. Donc, pourriez-vous nous dire comment se passe donc, la transmission de pouvoir à une nouvelle génération et quel est le meilleur héritage que vous pensez avoir transmis à la nouvelle génération politique? C'est très dangereux de vous répondre parce que vous me poussez sur la voie de l'autocompliment, hein, en quelque sorte. Je constate simplement que vous franchissez l'échelon des cadres. Vous vous projetez directement vers la direction des entreprises. Je pense... Je pense que c'est un nouvel indice de la très grande qualité de cette école rémoise. J'espère qu'il en sera ainsi. Et en tout cas, que si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, si vous devez faire des apprentissages plus lents, que vous serez de très bons dirigeants d'entreprise. Moi, j'ai souvent dit, y compris quand je gouvernais, que j'avais le plus grand respect pour les dirigeants d'entreprise et que je préférais les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs aux patrons. Cette dimension patronale, patrimoniale parfois, n'était pas évidemment de ma culture politique, mais que l'importance des chefs d'entreprise, je l'appréciais pleinement. C'est très difficile pour moi de vous répondre honnêtement pour dire qu'est-ce que je peux se transmettre comme héritage. Je pense que quand je rencontre des gens dans la rue, ou bon, je parle même avec des militants socialistes par exemple, ça peut m'arriver, je pense que quoi qu'ils aient pensé de ces 5 ans pendant lesquels j'ai gouverné, ils pensent que ça a été des années honorables. Peut-être des années d'assez bonne performance sur le terrain économique, peut-être des années de progrès social et de progrès sociétal aussi, avec certaines mesures que vous connaissez, la parité, la CMU, le Pacs, bon. Mais que ça a été aussi des années dans lesquelles la République fonctionnait selon des règles. Et si je laisse peut-être ce sentiment un peu en héritage à la nouvelle génération, eh bien j'en serais content. Pour le reste, honnêtement, moi j'ai fait ma part de travail. Maintenant, c'est les autres qui m'intéressent, enfin les successeurs. Très bien. Donc, si les autres vous intéressent, nous allons maintenant laisser la place au thème de 2012. Cette discussion sur les élections présidentielles de 2012 vous est proposée par Claire et Marion.
Bonsoir. J'avais pas de préférence. Hein. Je sais bien que je suis à votre droite, mais enfin. Vous êtes à leur gauche. Alors, je vais introduire cette partie consacrée à la gauche et 2012 avec une question qui peut apparaître de prime abord un peu simpliste, mais qui, je pense, est une vraie question, notamment pour une génération comme la nôtre qui est née après la chute du mur de Berlin. Je vais donc vous demander au préalable de visionner ce petit micro-trottoir qui a été réalisé à l'école il y a quelques jours et qui vous aidera dans votre réponse. C'est une très très bonne question. Redistribution des richesses. Moi, ce serait la contradiction. Pour moi, la gauche, c'est censé être quelque chose de social. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Gauche ou droite, il n'y a pas trop de différence. Tout de suite, je viens un mot social, société. Les opposants. Pas capitalisme poussé, mais justement régulation du capitalisme. Ce qui a été fait, c'est l'avenir de la France aujourd'hui. Il ne faut pas être plus nul que Sarkozy. Et de toute façon, je pense que c'est plus trop eux qui décident. Voilà, donc à partir de ces ressentis, je vais vous demander qu'est-ce que ça veut dire d'être de gauche aujourd'hui, comment on pourrait définir la gauche aujourd'hui. D'abord, pour faire écho à l'un de ceux qui s'exprimaient, c'est pas toujours l'opposition. Non, je ne parle pas simplement dans le temps, je parle aujourd'hui dans l'espace. Déjà, grand événement, le Sénat a un président de gauche, ce qui ne s'était pas produit depuis le début de la Ve République. Deuxièmement, avec le témoignage ici à Reims, mais la quasi-totalité des régions sont dirigées par des élus de gauche, la plupart des grandes villes également, et la majorité des départements, mais avec évidemment une forte minorité dirigée par des élus de droite. Donc, il y a des tas d'endroits où l'opposition, c'est la droite, si vous voulez, quand on est dans la réalité locale, même si ça reste vrai au niveau national. Moi, il me semble que deux choses qui peuvent continuer à caractériser la gauche, telle que je la vois et telle que je la souhaite, c'est d'une part, constamment et toujours dans des contextes qui changent, l'aspiration à la justice, la lutte contre l'injustice, les inégalités, le fait de ne pas accepter l'ordre des choses tel qu'il est. Ça, je crois que c'est quelque chose qui caractérise fondamentalement un tempérament de gauche et qui devrait animer des politiques de gauche. La deuxième chose, et c'est peut-être particulièrement important avec la crise économique et financière que nous connaissons, il me semble, et parfois avec des prétentions qui peuvent être tragiques, je pense à ce qui s'est passé dans les régimes totalitaires, dirigés théoriquement par des mouvements de gauche, issus de la mouvance communiste. Eh bien, il y a une aspiration de la gauche à essayer d'organiser de façon plus rationnelle la société. Pas simplement de la rendre plus juste, mais aussi de faire que peut-être elle fonctionne mieux de façon... Et c'est peut-être d'ailleurs un langage qu'on peut entendre dans le monde des entreprises. Alors, il peut y avoir plusieurs conceptions de la rationalité, mais je crois que c'est fondamental. Et dans un moment de dérégulation et de financiarisation de l'économie telle que nous la connaissons, cette aspiration à une organisation plus ordonnée, plus harmonieuse des choses, elle reste, à mon avis, fondamentale. Peut-être qu'on pourra en parler si des questions tout à l'heure viennent sur ces problèmes de la crise. On va donc passer maintenant à des questions plus spécifiquement sur la campagne qui se prépare. Donc, on vous retrouve chaque semaine depuis le 9 janvier comme éditorialiste sur LCI, aux côtés de Jean-Pierre Raffarin, afin de nous aider, dites-vous, à comprendre cette campagne. On vous a également vu dimanche dernier, au premier rang, lors du premier meeting de campagne de François Hollande au Bourget. Entre commentateurs et acteurs, quel va être votre rôle et votre degré d'implication dans cette campagne ? Cette campagne sera celle de François Hollande, il est candidat à la présidence de la République, et elle sera celle de tous ceux qui l'entourent. Pour ce qui me concerne,
si j'ai accepté ce rôle d'éditorialiste sur LCI, non pas aux côtés de Raffarin, mais en alternance avec lui, lui le lundi et le mercredi, moi le mardi et le jeudi, à 19h10, tous les deux. C'est d'abord parce qu'on nous l'a demandé, et c'est ensuite parce que, bon, il voulait que deux anciens premiers ministres, chacun dans des camps différents, contribuent à éclairer la campagne. Moi, je considère mon rôle comme le rôle d'un témoin, mais d'un témoin engagé. Je suis clairement derrière la candidature de François Hollande. Et ça veut dire que 2 fois par semaine, je m'exprimerai. Ça veut dire que je devais devoir suivre la campagne, les débats politiques, les débats économiques de façon peut-être beaucoup plus intense que je ne l'avais prévu. Donc de ma part, c'est véritablement, clairement, un engagement dans la campagne de François Hollande. Mais je l'ai fait à partir d'une certaine extériorité, en quelque sorte. Je ne suis pas dans l'équipe de campagne, parce que cette campagne, c'est la sienne. Et que sous prétexte que j'en ai mené, ça ne m'autorise en rien à me trouver dans un rôle de tuteur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez affirmé soutenir François Hollande dans sa campagne présidentielle. Est-ce que vous le soutenez parce qu'il est le candidat du PS ou parce que vous croyez en l'homme? Et est-ce que vous auriez, de par votre expérience, des conseils à adresser à la gauche pour gagner cette campagne? Alors, si j'ai des conseils à donner à François Hollande, je lui donne au téléphone, par mail, par SMS, et nous correspondons de temps en temps. Mais je ne lui donnerai jamais, pendant toute cette campagne, le moindre conseil ni le moindre avis en public. C'est sa campagne, il en est maître, il ne l'amène pas seul, il doit l'amener au milieu d'un mouvement collectif, mais je me tiens à l'écart de cela. Donc, je pense que... Je crois que j'ai perdu en cours de route. Vous aviez les conseils, mais qu'est-ce que vous vouliez me dire aussi? Je voulais savoir si vous souteniez en fait François Hollande dans sa campagne parce que c'est le candidat du PS. Candidat ou l'homme. Voilà. Quand François Mitterrand est devenu candidat choisi à l'époque par une élection, mais au sein seulement des membres du Parti socialiste. À l'élection présidentielle en 1981, il m'a demandé de lui succéder à la tête du PS. Et j'ai dirigé le PS pendant 7 ans, pendant son premier septennat, avant d'entrer dans le gouvernement de Michel Rocard, après la réélection de François Mitterrand en 1988. Quand j'ai gagné, avec le Parti socialiste et la gauche, les élections législatives en 1997, j'ai quitté mon poste de premier secrétaire du Parti socialiste, je l'étais redevenu depuis la campagne présidentielle de 1995, car nous distinguions, comme l'avait souhaité François Mitterrand quand il est devenu président de la République, les fonctions d'État et les fonctions de parti. Et à qui ai-je demandé de me succéder à la tête du Parti socialiste? À quelqu'un qui n'était pas de mes amis proches, qui n'avait pas appartenu au même courant que moi dans l'histoire du Parti socialiste, à François Hollande, parce que il me semblait qu'il avait les capacités pour exercer cette fonction. Et je constate qu'après François Mitterrand, j'ai été candidat à l'élection présidentielle, et je constate qu'après Lionel Jospin, il est candidat à l'élection présidentielle. Je pense donc qu'il y a un mélange de l'appréciation des qualités de l'homme et puis du soutien de principe au candidat du Parti socialiste, puisque je suis membre de ce parti. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question à vous poser. En fait, ces derniers mois, on a constaté une montée du Front National dans les sondages d'intention de vote. Et comment est-ce que vous pourriez l'expliquer? D'abord, la présence du Front National dans la vie politique française est maintenant ancienne. À l'élection de 1981, je parle sous le contrôle d'Adeline, si elle s'en rappelle, il n'y avait pas de candidat du Front National, autant que je me souvienne, en 1981 à l'élection présidentielle. L'émergence du Front National s'est faite à l'occasion d'élections municipales partielles, l'une à Dreux en particulier en 1983, sur le terreau exploité par la droite à l'époque, mais qui a profité au Front National de l'insécurité et de l'immigration, les deux thèmes étant d'ailleurs traités ensemble. Et depuis, dans un contexte de crise, dans un contexte où le chômage a été important, même si on a pu à certaines périodes le faire reculer,
le Front National n'a jamais véritablement baissé. Il n'est jamais descendu en dessous de 10%, sauf dans des élections locales où il était peu représenté. Et donc, en 2002, je suis bien placé pour le savoir, il était à 16%. Donc le Front National, et ce n'est pas un signe de bonne santé pour la vie politique française, est une force implantée. Pourquoi résiste-t-il? Parce que Mme Le Pen a commencé à revisiter un peu le logiciel, on va dire, politique du Front National, pour introduire une dimension sociale, entre guillemets, dans les revendications du Front National, même si ces dimensions sociales sont toujours reliées à la dimension nationale, à une dimension protectionniste et à une dimension souvent xénophobe, même si ces termes ne sont pas employés. Et donc, je pense que ce changement de logiciel, dans une situation de crise, qui frappe en particulier le monde ouvrier, a un impact. Et je crois que c'est une des explications de cette permanence du Front National, en même temps que l'on sait que le Front National ne pourra pas obtenir des Français la possibilité de diriger ce pays. Mais il peut être une force à la fois d'opposition, une force de protestation et donc un trublion possible dans l'élection présidentielle de 2012, comme il l'avait été en 2002, avant que la leçon le marginalise pour un temps dans l'élection de 2007. C'est pourquoi je pense que tous les citoyens qui ont le souci du sort de leur pays doivent être attentifs au moment de leur vote, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. On a juste une dernière question pour clôturer cette première partie avant de laisser la parole à la salle. On aimerait vous demander quel est votre sentiment quant à la victoire éventuelle possible évoquée de la gauche en 2012. Oui, je la crois possible. Il faut surtout, pour qu'elle devienne possible, ne pas la croire certaine. Merci beaucoup. Merci encore et merci à vous aussi les filles. On vous laisse maintenant la parole.